suis content d'être là et je vais chercher dans mes spectacles un fou noir au pays des Blancs, un message qui peut nous fédérer, les enfants, les adultes et tout le monde. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, lorsque tu vas à l'étranger, ne danse pas le premier. Tu regardes comment on danse là-bas et tu danses à ton tour. Voilà 20 ans que je suis en Europe. Il y en a qui sont parmi vous là depuis 40 ans. Et depuis que je suis ici, je vois les gens danser. Et je me dis, je vais danser avec eux. Mais j'ai l'impression qu'on va parfois trop vite. Et cela se traduit par les questions que mes enfants se posent. Au moment où je fais mon regroupement familial, les Européens de mon village sont venus vers moi pour préparer l'arrivée de ma femme et de mes enfants. Alors il y a une dame qui apporte un drap, une dame qui apporte un tabouret, et une autre qui me dit, Pi, moi je t'apporterai volontiers un paquet d'aspirine. Je dis, un paquet d'aspirine, pourquoi? Elle me dit, j'ai 4 enfants, Pi, ça fait mal à la tête. Toi et tes 6, tu en auras besoin. Je lui ai dit, madame, ne t'en fais pas, les enfants d'Afrique ne sont pas comme le vôtre. Elle m'a dit, attends qu'ils côtoient le nôtre, tu vas voir ce qu'ils vont devenir. Et c'est vrai, le premier jour, j'ai préparé, j'ai servi, j'ai débarrassé, et pendant que je fais la vaisselle, voilà ma fille de 12 ans qui s'approche et qui me regarde. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, je fais la vaisselle. Et ma fille me dit, papa, arrête. Et si quelqu'un entrait et te voyait? Eh oui, en Afrique, les mecs ne font pas la vaisselle. Hein. Mais quand on change de milieu, il faut bien s'adapter. Et alors ma fille est venue, elle m'a dit, va au salon, papa. C'est moi qui fais la vaisselle. Et elle a fait la vaisselle. J'étais content. J'ai dit, ma fille est là. Maintenant, c'est elle qui fera la vaisselle. Mais après l'avoir inscrite dans les mêmes écoles que les enfants d'ici, 3 semaines seulement plus tard, je l'appelle Christelle, tu m'apportes un verre d'eau? Et ma fille qui s'approche de moi, qui me regarde, papa, tu ne veux pas te bouger toi-même, non? Je ne suis pas ta boniche, moi, hein? Je dis, oh là là, ma fille, c'est ça que tu as appris chez les Blancs? Eh oui, hein? Les jours suivants, je suis allé à l'école. Bonjour, madame la directrice. S'il vous plaît, madame, est-ce que puis-je avoir un exemplaire des droits de l'enfant? Oui, monsieur, je vais vous faire une photocopie. Et quand il me fait la photocopie, je lui demande, madame, je peux aussi avoir un exemplaire des devoirs des enfants? Ah, ça on n'a pas ici, monsieur, ça on n'a pas. Il dit, madame, vous avez tort. Les enfants n'ont pas que des droits, ils ont aussi des devoirs. Et ça, en Europe, on ne vous en parle plus, au point que les enfants sont devenus des enfants rois à qui on ne peut plus rien demander. Observez, vous allez voir une conversation entre une mère et son enfant. Vous sentez dans le ton de la mère qu'elle aime son enfant. Elle l'appelle Eric. Eric regarde sa mère. C'est quoi? La maman dit, si vous regardez déjà ton devoir maintenant, non. La maman qui dit, pourquoi non? J'ai pas envie. Et la maman qui fait, c'est comme tu veux. En Afrique, on nous donne une gifle, hein, il apprend à vous parler. Et quand il va échouer à l'école, hein, ne le grondez pas. Hein. Quand l'enfant d'ici vous apporte un mauvais bulletin, tu le grondes pour dire, je t'avais dit d'étudier. Il te regarde, papa, tu penses que ça me fait plaisir d'avoir échoué? Il ne faut pas en rajouter. Hein? Donc c'est toi le papa qui ne doit pas en rajouter. Et alors, tout le temps, nos épouses disent souvent à leurs enfants, hé maman, chez nous, mon fils, chez nous ça ne se passe pas comme ça. Et les enfants disent, maman, on n'est pas chez nous. Hein? Ok, ok. Alors maintenant, moi je dis à mes enfants, si vous avez des questions, venez, nous allons en parler. Alors voilà un, il a 12 ans, en 6e primaire. On a fini de manger et il s'approche, papa, est-ce que tu as la preuve que Dieu existe? Là je me dis, en voilà un qui est en train de devenir belge. Je lui dis, mon fils, je devrais une fois t'envoyer en vacances chez nous, tu vas voir comment les choses se passent au Congo. Un enfant de ton âge, il se réveille le matin, il se lave, il prend son cartable, il n'a pas mangé, 8 km à pied, il va à l'école. À midi, il ne mange pas non plus. À 16 h, il prend son cartable, il rentre à la maison. Et quand il arrive, maman est encore au marché. Est-ce que maman a bien vendu ce jour-là? Oui, on peut manger. Mais si maman n'a pas bien vendu, on grignote ce qu'elle a apporté et on va dormir. 2e jour, le même scénario. 3e jour, quand maman a plus ou moins bien vendu,
elle fait un bon repas, et bien c'est un enfant de ton âge qu'on va dire, fais la prière avant de manger. Et ça vous devriez entendre, hein? L'enfant qui dit, mon Dieu, je te remercie pour ce repas que tu nous donnes aujourd'hui. Donne la force à mon papa, donne la santé à ma maman. Comme ça, il travaille et moi, je pourrais encore manger. Ça, c'est la prière d'un enfant chez nous. Mais mon fils, ici, comme le vôtre, il se réveille le matin, il se lave. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Il va à l'école en bus, en train ou en voiture. Et il arrive en retard. À 10 h, il a un petit creux. Il mange. À midi, il a faim. Il mange. À 15 h, il a un petit creux, il mange. Le soir, il a faim, il mange. Et entre les repas, il grignote. Normal hein, qu'ils me disent, papa, est-ce que tu as la preuve que Dieu existe? Mais pendant que je suis en train de répondre à la question de mon fils, c'est ma fille qui me pose aussi la question. Papa, comment tu réagirais si jamais je devais me marier avec un Européen? Je n'ai même pas encore répondu à la question. C'est son frère qui réagit. Pour combien de temps? Et j'ai dit à son frère, il ne faut pas faire les rabat-joie, hein, ma fille. Si tu veux te marier avec un Européen, tu peux, mais il y a des préalables. Ma fille, tu ne me dis pas, c'est quoi le préalable? Et là, je lui rappelle un proverbe de chez nous qui dit, un objet qu'on a ramassé dans le jeu, il y a beaucoup de chances de le perdre dans le jeu aussi. Hein. Ton Européen, là, tu l'as rencontré où? Dans une boîte de nuit? Eh bien, une boîte de nuit, ce n'est pas un endroit pour rencontrer quelqu'un. Hein. D'ailleurs, rassure-toi qu'il t'a vu aussi à la lumière du jour. Et puis fais attention, qu'est-ce qu'il t'a vraiment dit? Il y a tellement de bruit dans une boîte de nuit, tu peux avoir entendu autre chose que ce que lui a vraiment voulu te dire. Et une fois que tu es d'accord avec lui, tu lui apprends à me parler. Parce que ton mariage, c'est mon affaire. Quand ton mari européen viendra chez moi, qu'est-ce qu'il va me dire? Monsieur, moi et ta fille, c'est fort. Nous allons faire un petit bout de chemin ensemble. Chez moi, il n'y a pas de bout de chemin. Le Belge qui vient chez moi, il me parle comme on parle en Afrique. En Afrique, lorsque vous arrivez dans la belle famille, vous dites aux parents de la fille, papa, maman, je viens d'être chez vous. Et ils vont dire, puisque notre fille a ouvert la maison, on ne va pas te la fermer. Entre, tu deviens mon fils. Alors à ce moment-là, nous allons organiser le mariage, hein, parce qu'il faut l'organiser. Et moi, je vous préviens, les jeunes filles qui sont dans la salle, les jours où vous décidez d'aller chez votre copain pour vous marier avec lui, nous les parents, nous sommes obligés de vous donner des cadeaux. Si votre papa a oublié, dites-lui, papa, je ne quitte pas ici si tu ne m'as pas donné des cadeaux. C'est Pichi Banda qui a dit. Et je vais vous dire pourquoi les cadeaux. Parce que moi, je viens d'un pays où le verbe répudier a encore son sens. Bien que je ne suis pas d'accord avec. Mais alors, normalement, comment ça se passe? Si moi et ma femme, on ne s'entend plus, on ne peut plus vivre ensemble, eh bien, je vais dire à ma femme, si c'est comme ça, tu fais tes valises et tu t'en vas. Mais ma femme à moi, si jamais je lui dis ça, vous savez comment elle va réagir? Elle va faire comme si elle n'a rien entendu. Et moi, je dis, mais je t'ai dit de partir. Elle fait comme si elle n'a rien entendu. Hein, les dames, il ne faut pas partir. Mais si je dis la même chose, plusieurs fois dans la journée, avec agressivité et manque de respect, ma femme va dire, ah, si c'est comme ça, je vais partir. Mais pour partir, elle va dire, cet objet, c'est mon papa à moi qui me l'avait donné, je reprends. Ça, c'est ma maman qui m'avait donné, je reprends. Ça, c'est ma soeur qui m'avait donné, je reprends. C'est ça qu'on appelle faire sa valise. Hein? Et lorsqu'elle va faire sa valise, ma femme, elle va arriver à la porte pour sortir, elle s'arrête. Elle prend la valise, elle met à la porte, mais à l'intérieur de la maison. Elle m'appelle, viens, tu veux vraiment que je parte? Sors ma valise alors. Si je n'ai pas sorti ma valise, quoi que j'ai dit, ma femme, si elle part, c'est elle, c'est pas moi. Si elle sort, tout le monde va lui demander, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Où est-ce que tu vas? Elle va dire, il m'a dit de partir. Et les gens viendront me voir. T'as dit à ta femme de partir? Je répondrai, non. Et ma femme me dira, mais tu as dit. Et je dirai à ma femme, j'avais dit comme ça. Donc faites attention avec les Africains. Chez nous, il y a une différence entre dire comme ça et dire vraiment. Quel
Quelle différence y a-t-il entre dire comme ça et dire vraiment? Dire comme ça, si je dis va-t'en, ça je dis comme ça. Mais dire vraiment, c'est une fois que je dis va-t'en, elle me dit sors ma valise et je prends la valise, je la sors. Là, je dis vraiment. Mais ma femme, à moi, elle a beaucoup d'amour propre. Hein. Elle m'a dit, moi, si tu me dis que ce soit comme ça ou vraiment, je pars. Alors imaginez une femme qui a beaucoup d'amour propre. C'est elle qui a sorti ses valises toute seule. Pendant qu'elle marche dehors, elle a aussi le droit de se poser la question. J'ai dit comme ça ou j'ai dit vraiment? Si elle réalise qu'elle avait dit comme ça, elle peut vite revenir avec ses valises, mais à condition qu'elle revienne le même jour. Si elle passe une seule nuit dehors, elle perd le droit qu'elle a de remettre ses valises. Là, si elle vient, elle met dehors, elle me supplie, est-ce que tu veux bien les rentrer? Et je disais, pas question, il faut que tu me payes d'abord. Un coq. Et quand vous entendez ça, vous allez dire, mais puis vous n'avez pas honte? Les hommes africains, vous savez maltraiter les femmes. Hein? Les dames, ne vous en faites pas. Les Africains sont tellement intelligents qu'ils ont même trouvé des astuces pour ne pas humilier leurs épouses. Lorsque je dis que c'est moi qui remets la valise dans la maison, mais si toi tu sais que tu es fâché contre moi, tu ne peux pas me supplier de remettre ta valise. Tu vas seulement chez mes parents. Tu appelles mon petit frère, même s'il a 9 ans. Allez, Eric, viens avec moi. Tu lui donnes un chocolat. Eric va avec sa belle-sœur. Il ne se mêle pas de ce qui s'est passé chez vous. Et tu lui dis, allez, mets tout ça dans la maison. Eric, il prend, il met, Eric, il prend. Et quand moi je viens le soir, je te demande, qui t'a dit de remettre les valises? Tu étais parti. Elle va me répondre, c'est pas moi, c'est Eric. Et la coutume de chez nous veut que ce qu'Eric a remis dans la maison, moi je n'ai plus le droit de le faire sortir de nouveau. C'est pour ça que chez nous on dit aux femmes, soyez gentils avec les frères de votre mari, c'est eux qui vont remettre vos valises dans la maison. Si vous n'êtes pas gentils, vous voyez pourquoi je dis aux jeunes filles qui sont dans la salle, les jours où vous allez chez votre mari, n'allez pas les mains vides, demandez des cadeaux de votre papa et de votre maman. Moi, ma fille à moi, je lui donnerai un frigo, une machine à laver, des choses qu'elle ne saura pas sortir toute seule. Alors, si tu lui dis, sors, va-t'en, elle va dire, attends, j'appelle mon père et ma mère et mon beau-père qu'ils viennent m'aider à sortir tout ça. Et quand ces gens-là viendront, c'est toi qu'ils vont mettre dehors et madame va rester dans la maison. Donc, donnez à nos enfants des cadeaux qui pèsent lourd. D'ailleurs, on va même lui demander, quand tu es venu chez toi, qu'est-ce que tu avais? Eh bien, il faut vous préparer. Pendant que je suis en train d'expliquer ça à ma fille, voilà alors une fille belge qui vient en pleurant. Maintenant, c'est les Belges. Monsieur, je veux me suicider. J'ai dit, oh! C'est quoi ce pays? Nous, on a fui l'Afrique parce qu'il y a la mort. On est venu ici où il y a la vie. Et vous qui avez la vie, vous voulez vous suicider. Et votre pays, vous allez le laisser à qui? Alors si c'est comme ça, régularisez d'abord tous les Africains. Comme ça, vous vous suicidez et nous, on prend votre pays alors. Et je demande à la jeune fille belge, ma fille, dis-moi, pourquoi tu veux te suicider? Elle me répond, c'est à cause de ma maman. Oh, arrêtez. Hein. Tout le temps accuser vos mamans. Je ne connais pas une seule maman qui ne soit pas pour l'intérêt de son enfant. Vos mamans, elles vous aiment. Mais pourquoi parfois vous avez l'impression que maman ne vous aime pas? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, ta maman? Elle me répond, elle ne veut pas que j'aille dormir chez mon copain. J'ai dit, hein? Tu as quel âge? Elle me dit, j'ai 15 ans. Hein? Et tu as un copain? Oui, à 15 ans, oui. Est-ce que tu travailles bien à l'école? Oui, ça peut aller. Et moi, quand vous viendrez chez moi, celui qui ne travaille pas bien à l'école, je n'ai même pas besoin de vous le montrer. Vous allez le voir par son habillement. Le pantalon, il est là sur les fesses. Et quand il marche, les jambes sont écartées pour que le pantalon ne tombe pas. Là, je lui dis, au lieu de t'habiller normalement, tu marches en réfléchissant à ce que tu as étudié à l'école. Toi, tu es préoccupé par les fesses, parce que le pantalon va tomber. Et quand vous nous disons ça à nos enfants garçons, vous savez ce qu'ils nous répondent? Papa, t'es pas branché. Et il ne faut pas lui demander de remonter le pantalon. Hein. Il le descend et il marche dessus. Il est en train de le déchirer. Vous, papa, maman, préparez-vous à lui acheter un autre pantalon.
Si vous insistez pour qu'il remonte celui-là, il voudrait aller se suicider. C'est quoi? On m'a demandé de remonter les pantalons. Alors je demande à la fille belge, ma fille, nous allons récapituler. Tu as 15 ans, oui. Et tu as un copain, oui, je me sens prête. Je dis très bien. Est-ce que ton papa est au courant? Oui, il est au courant. Ta maman, elle est au courant? Oui, elle est au courant. De temps en temps, le copain vient à la maison? Oui, oui. De temps en temps, tu vas chez lui? Oui. Le papa, est-ce qu'il voit un inconvénient? Non. Alors, il est où le problème? Elle me dit, mais je vais aller dormir là-bas. J'ai dit, dormir là-bas parce que tu n'as pas un matelas chez toi? Et c'est pour ça que tu veux te suicider? Oui, mes parents sont très sévères. Alors, j'ai dit à ma fille belge, installe-toi là-bas. Je ne t'interdis pas de te suicider. Tu vas te suicider tout à l'heure. Mais en attendant, pendant 10 minutes, je vais te raconter mon éducation sexuelle à moi. Comme ça, quand on aura fini, on verra qui de toi ou de moi aurait dû se suicider. Quand j'ai dit ça aux Européens, ils me disent, mais putain, ça c'était en Afrique. Mais pas n'importe quelle Afrique, hein? L'Afrique des Belges. Moi, j'étais à l'école des missionnaires. Je vais vous montrer comment nous, on a été éduqués. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants trouvent parfois que nous sommes sévères. Alors les enfants, taisez-vous maintenant, je vais vous raconter ce que nous, on a eu en matière d'éducation sexuelle. D'ailleurs, parfois, vous nous demandez, tiens, papa, maman, comment vous vous êtes rencontrés, vous deux? Je vais vous raconter comment ça se passait. Eh bien, quand les Belges venaient chez nous, ils arrivent dans un village. Première chose, on construit une belle église au milieu du village. Une fois l'église construite, là, à l'extrême droite, il y avait l'école des garçons et l'internat des garçons. À l'extrême gauche, très loin, l'école des filles et l'internat des filles. Entre l'église et l'école des garçons, il y avait les couvents de pères et un camp de professeurs. De l'autre côté, un couvent de sœurs et un camp de professeurs. Vous ne pouvez pas passer devant. Si vous essayez de passer, un professeur vous verra. Si un prof ne vous a pas vu, un prêtre vous verra. Si un prêtre ne vous a pas vu, Dieu va vous voir devant l'église. Si Dieu ne vous a pas vu, une sœur vous verra. Vous allez me dire, pourquoi ne pas passer par l'arrière? L'arrière, c'était le cimetière. Et pour nous, en Afrique, on pense que les morts se promènent la nuit. Donc, il n'y aura personne qui va aller draguer les filles en passant par les cimetières. Les cimetières, ça vous refroidit. Pour une fois, les Blancs étaient d'accord avec notre croyance parce qu'elle pouvait servir à quelque chose. De temps en temps, on voyait le père directeur en colère, la sœur en colère, c'est qu'un événement grave est arrivé dans le village. Et c'est quoi l'événement grave? On a intercepté une lettre d'amour qui allait de l'internat des garçons à l'internat des filles. Ce jour-là, la machine judiciaire se met en branle. On met les enquêtes, on cherche l'auteur de la lettre. Dès qu'on les trouve, viré de l'école. Le passeur de la lettre, chassé de l'école. La fille à qui la lettre était destinée, on faisait d'abord l'analyse du contenu de la lettre. Si on trouve que c'est une première lettre, on lui demande « Qu'est-ce que tu aurais répondu ?» Si c'est une lettre ancienne, on sait qu'est-ce qui s'est déjà passé et on pouvait la renvoyer aussi de l'école. Quand on nous renvoyait d'une école comme ça, on pouvait faire 50 km à la ronde pour chercher une autre école. Et quand vous avez marché 50 km à pied, vous trouvez l'autre école, les directeurs de l'autre école et de la même congrégation missionnaire que celui qui vous a renvoyé. Et il sait déjà ce que vous avez fait, il ne vous inscrit pas. Pendant ce temps, mon père m'attend avec une machette pour me trancher la tête. Parce qu'il ne m'a pas envoyé là-bas pour chercher les filles. Il m'a envoyé pour étudier. Et tout ça pour une lettre. Nous, c'était pour une lettre. Pourtant, il n'y avait rien de méchant dans ces lettres-là. Nous, vos papas, nous savions écrire à vos mamans. Hein. Demandez à vos mamans pour les gens de ma génération. Qu'est-ce que nous ne leur avons pas écrit comme lettre? Et nous savions écrire. Hein. Quand les filles allaient en promenade, il fallait une sœur pour les surveiller. Et nous, les garçons, on nous gardait loin. Et alors, quand on avait une fille qui vous a tapé dans l'œil, les soirs pendant l'étude, vous prenez une feuille. Mademoiselle, quand je t'ai vu passer avec la sœur dans les groupes avec les autres filles, tu avais l'air d'une étoile qui brillait plus fort au firmament. Et depuis que je t'ai vu
Il pleut dans mon cœur comme il n'a jamais plu sur la terre. Alors je t'écris cette lettre d'amour avec l'espoir que tu vas me répondre. Si tu me réponds, je croirai l'adage qui dit « Aussi long que soit la nuit, les jours finissent par venir ». C'est pas beau ça? C'est ça que nous on a écrit. C'est comme ça que nous on écrivait à vos mamans. Nous on était des romantiques. Et quand votre maman recevait une lettre comme ça, pour me répondre, elle disait « Chérie, je t'aimais même déjà avant que tu ne m'écrives. » Et comme tu as fini par m'écrire, c'est que le destin était déjà tracé. Mon cœur était à toi, le mien il est donc à toi aussi. Et quand je raconte à mes enfants aujourd'hui, je leur dis, vous les enfants d'aujourd'hui, vous ne savez même pas écrire aux filles. Vous savez ce que mes enfants me répondent? Papa, c'est plus nécessaire. Maintenant, c'est la fille elle-même qui te voit, qui dit, hey, donne-moi ton numéro de téléphone. Tu lui donnes le numéro de téléphone, un SMS, je te kiffe. Plus besoin de lettres d'amour. Et alors, dans ces écoles de prêtres-là, on se réveillait tous les matins à 5 heures. Bientôt les vacances, hein, allez réveiller votre fille de 16 ans à 11 heures, vous allez avoir des problèmes. Vous entendez des problèmes là-haut à l'étage, ma femme et ma fille. Papa, ma fille qui dit, au secours papa. Et je monte, ma fille, papa, tu vas encore dire que c'est moi? Eh bien maman, tu es championne en matière de dérangement. C'est bien, tu m'as gâché la journée, tu peux être fier de toi. Et là je regarde ma femme, je dis c'est quoi? Mais je suis venu la réveiller. Et là je dis à ma fille, mais ma fille il est 11 heures. Tu t'y mets toi aussi? Tu te mets du côté de ta femme? Ce n'est plus sa mère, c'est ma femme. Tout ça parce qu'on l'a réveillée à 11 heures. Et n'insistez pas, hein. Si vous insistez, elle voudrait aller se suicider. Et alors, le soir à la télévision, quand vous revenez du travail, nous aujourd'hui, on revient du travail fatigué. Et vous arrivez, vous vous installez dans le canapé. Une fois bien installé dans le canapé, votre enfant de 14 ans, il vient, papa, c'est moi qui étais là avant toi. Pardon, mais j'étais là avant toi. Donc je dois me lever et te laisser la place. Mais oui, je regarde mon film préféré. Et nous n'avons plus le droit de regarder la télé à certaines heures, hein, parce que leur série passe. N'insistez pas pour qu'ils vous laissent la place, sinon ils voudraient aller se suicider. Mais nous, quand on était à l'internat chez le père missionnaire, la télévision, on ne l'avait pas. Le film, c'était une fois par semaine, le dimanche. Et encore quel film? Laurel et Hardy, Charlie Chaplin, Curé d'Ars, Sainte Thérèse de Lisieux, Ivanoé. Quand on avait un western, on était aux anges. Et pendant que le père tourne le film, il lui arrivait d'interrompre, de rembobiner une partie. Parce que dans cette partie, un homme embrasse une femme. Nous n'avions pas le droit de voir ça. C'était très mauvais pour notre éducation. La seule image que nous avions le droit de voir, c'est la femme dans un château fort là-haut. Et l'homme comme un troubadour en train de chanter pour dire « Je t'aime » de là. Et alors, on se réveillait tous les matins à 5 heures. 5 heures, tout le monde à la messe. On revient de la messe, réfectoire. Réfectoire, études du matin. Après études du matin, les profs ils viennent, ils enseignent. Ils partent, repos à midi. On mange à midi, 13h, études jusqu'à 14h. 14h, les cours qui reprennent. 16h, travaux manuels et récréation. 17h, 19h, études du soir. On avait 3h30 d'études par jour. Mais demandez à votre enfant aujourd'hui, tu n'étudies pas? Il te répond, mais je n'ai pas d'interro. Mais nous, on étudiait tout le temps les enfants. Et alors, notre père directeur n'était pas toujours méchant. De temps en temps, il pouvait être gentil. Et quand il était gentil, parce qu'il a reçu de Belgique une lettre avec de bonnes nouvelles, il pouvait nous faire une bonne surprise. Il nous dit, qu'est-ce que vous avez prévu dimanche? Nous allons faire un match de football, les grands contre le petit. Alors le père nous disait, nettoyez l'internat, que tout soit propre. Je vais demander à la sœur, les filles viendront voir votre match. Oh là là, ce match-là, nous l'appelions match officiel. C'est-à-dire les filles seront là. Ces jours-là, le 22 joueurs, c'était des vedettes.
Vous allez voir quelqu'un qui ne sait même pas bien jouer. Il va supplier le capitaine, dit, je ne sais pas jouer, je le sais, mais les filles seront là. Tu m'alignes même pendant 5 minutes, le temps que je mette le maillot numéro 8. Comme ça, quand j'écrirai aux filles, je dirai, c'est moi qui avais le numéro 8. Et alors, je n'oublierai jamais un collègue à moi, il avait un pied gonflé comme ça aux entraînements, c'était un mardi. Jeudi, il marchait, il souffrait le pauvre. Vendredi, il souffrait. Et vendredi soir, le père nous annonce, dimanche, le match sera officiel. Je vois cet homme qui regarde son pied gonflé. Il dit, non, ça pourrait aller. Non, on dit, non, le pied est gonflé. Non, non, ça peut aller. Et il prend l'eau chaude, il se masse le pied. Il dit, ça va. Non, il est gonflé. Non. Il a joué le match comme s'il n'avait rien. Il a même marqué un but. Mais la nuit, il s'est mis à gémir comme une bête qu'on égorgeait. Nous, on lui a dit, pense au but que tu as marqué, fous-nous la paix. Tu voulais que les filles te voient, ils t'ont vu. Ça, c'était ce que nous avions comme distraction. Pendant que je suis en train d'expliquer tout ça à la fille belge qui voulait se suicider, la fille, elle m'écoute. Elle est en train de rire. Elle a oublié qu'elle est venue en pleurant. Et quand j'ai fini, la fille belge me regarde dans les yeux. Elle me demande, monsieur, vous avez vraiment vécu tout ça? J'ai dit oui. Elle me demande, mais pourquoi vous ne vous êtes pas suicidé? J'ai fini avec les enfants. Parce que les enfants vous disent, monsieur, tu ne parles que de nous. Et vous les parents. Maintenant, je vais parler des parents. Nos enfants nous demandent parfois, papa et maman, dites-moi un peu comment vous vous êtes rencontrés tous les deux. Et il nous arrive de raconter. Et parfois les enfants nous demandent, est-ce que vous vous entendez toujours bien ou bien est-ce que vous avez des moments difficiles? Je dis, on a eu des moments difficiles aussi. Et parfois l'enfant vous dit, mais dans notre classe, tout le monde a des parents divorcés. Mais comment vous faites pour rester ensemble? C'est à cette question-là que je vais répondre. Parce que je voudrais, quand je vois un homme et une femme qui s'aiment, je voudrais qu'ils aillent le plus loin. Et ça arrive d'ailleurs qu'une femme européenne me demande, monsieur, dans la vie, on a le droit de se tromper, oui ou non? Mais si on a le droit de se tromper, on peut se donner une deuxième chance, oui ou non? Mais si on peut se donner une deuxième chance. Ah, mais alors monsieur, si j'ai trouvé celui-là que je voudrais, il soit l'homme de ma vie. Dites-moi, le secret c'est quoi? Ma réponse est toute simple. Le secret c'est que je vous demande de vous disputer quand il y a des raisons de dispute. Mais ne vous disputez pas quand il n'y a pas de raison. Or, souvent, nous nous disputons sans raison. Et quand je dis ça, les gens me disent, ouais, puis attends, tu exagères. Comment est-ce qu'on peut se disputer sans raison? Soyez attentifs. Je vais vous montrer 4 cas de figure où dans un couple, un homme aime sa femme, la femme aime son homme, mais ils vont quand même s'empoisonner la vie pour rien. Je vais vous donner 4 exemples. Premier exemple. Eh bien, ces jours-là, je dois aller au travail. Mais ma femme, elle est en congé. Comme elle est en congé, elle a décidé d'aller faire les magasins parce que c'est le solde. Vous voyez notre programme de la journée? On a passé une bonne nuit. J'aime ma femme, elle m'aime. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a personne parmi nous deux qui a dit je vais empoisonner la vie de l'autre. On se réveille tous les matins de bonne humeur. Mais voyons maintenant comment nous avançons dans la journée. Moi, qui dois aller au travail, je m'installe à mon bureau. Parce que je dois prendre une clé USB à mon ordinateur et je vais prendre les données pour aller travailler. Mais comme mon épouse a décidé de faire les soldes et que mon épouse est maniaque de propreté, elle a commencé par l'aspirateur. Alors vous voyez la scène, moi à mon ordinateur, j'aime beaucoup ma femme, et ma femme qui passe l'aspirateur. Alors, au moment où il passe l'aspirateur, elle a pris un pot de fleurs et l'a mis sur les coins de la table. Et moi, du haut de mon ordinateur, je vois le pot de fleurs sur le coin de la table. Je me dis, ce pot peut tomber et peut se casser. De bonne foi, je décide d'attirer l'attention de ma femme sur le pot de fleurs qui pourrait tomber et qui pourrait se casser. Et vous allez sentir dans le ton de ma voix, peut-être qu'elle n'a pas entendu, je vais augmenter de volume. Et j'augmente de volume, chérie, le pot peut tomber.
Et ma chérie à moi, elle continue à faire ce qu'elle faisait. Et là, j'augmente encore de volume. Mais je t'ai dit que le pot peut tomber. Ma chérie, elle continue à faire ce qu'elle fait. Parce que ma chérie à moi, elle a des principes. Hein. Je commence d'abord une chose, je la termine et je vais à la deuxième chose. Je n'aime pas, quand je suis à une chose, que quelqu'un m'enlève de cette chose-là pour m'envoyer à une autre chose, pour que je revienne à la première chose. C'est lui qui voit qu'il y a une chose qui n'est pas à sa place, il n'a qu'à s'en occuper lui-même. Donc ma femme continue à faire ce qu'elle faisait. Et moi je me dis, tête de mule, elle ne comprend jamais rien. Qu'est-ce que je fais? Je zappe. Vous les hommes qui êtes dans la salle, sachez que lorsque vous avez zappé, madame n'a pas zappé. Et voilà qu'à un moment, j'ai fini avec ma clé. Coïncidence, elle finit avec l'aspirateur. Là, elle me regarde. Elle me dit, viens ici. Et vous les dames qui êtes dans la salle, puisque j'avais déjà zappé, je ne sais pas pourquoi vous m'appelez. Et quand j'arrive, ma femme me dit, il est tombé. Moi, je dis, mais je n'ai pas dit qu'elle allait tomber. Tu as dit. J'ai pas dit. Tu as dit. J'ai pas dit. Et on s'empoisonne la journée. Comptez le nombre de fois où nous nous sommes déjà disputés. Tu as dit. J'ai pas dit. Donc, ma femme a entendu. Le pot va tomber. Là où j'avais dit, peut tomber. C'est pas la même chose. Hein. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation. Il existe des gens parmi nous, que ce soit dans le couple, que ce soit sur le milieu du travail, il y a des gens parmi nous qui n'ont jamais tort. Ça existe. Alors madame, si vous avez un mari comme ça, un homme qui n'a jamais tort, prenez votre croix, suivez Jésus sur Golgotha. Celui-là, il ne te demandera jamais pardon. Celui-là, mais comment tu veux qu'il te demande pardon? Il n'a jamais tort. C'est lui qui a tort, c'est toujours toi. Ça, c'est la deuxième situation. Troisième situation, c'est la manière dont nous nous parlons. Beaucoup de couples vont casser parce qu'ils ne savent pas se parler. Alors vous voyez l'homme qui part en pleurant, la femme qui reste en pleurant. Et si vous demandez pourquoi tu pleures, parce que je l'aime quand même encore. Et l'autre, pourquoi tu pleures? Je l'aime quand même encore. Mais on n'arrive pas à se parler. Et je vais vous montrer un exemple. Lorsque je suis en train de vous parler maintenant, j'ai ma pensée que je mets en langage. Et vous devez décoder mon langage pour savoir ma pensée. J'ai une vitesse de codage et vous avez une vitesse de décodage. En principe, si les deux vitesses sont harmonisées, c'est bien. Mais vous avez des couples où ce n'est pas harmonisé du tout. Moi, je parle trop vite. Et madame à moi, elle est lente. Et si c'est l'inverse, un homme qui est lent, il y en a qui poussent la lenteur jusqu'au silence. Et là, vous voyez la femme qui parle comme une mitraillette. Et lui, il est là. Et tu vois la femme, mais je te parle. Oui, oui, allez-y. Mais tu me prends pour une idiote. Non, 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 parlez. Et je vais vous montrer ce que ça peut donner. Alors, moi, je parle vite. Ma femme, elle parle lentement. Je reviens du boulot. J'ai juste une question à poser à ma femme. Chérie, en mon absence, quelqu'un est-il venu me chercher? C'est ça ma question. Mais comme je suis rapide, écoutez comment je vais parler. Chérie, quelqu'un est venu me chercher dans la chambre rapide. Comme elle est lente, elle peut avoir le temps de digérer ma question. Pendant que je digère ma question, moi, parce que je dois vite parler, mais je vais demander si quelqu'un veut me chercher. Vous me laissez réfléchir. Réfléchir pour me dire ce que je dois me chercher. Une fois que la femme est digérée, elle me dit, ah, tu veux savoir si quelqu'un dit des choses? Oui! Il commence à me raconter. Attention, il y en a qui racontent terriblement. Elle me dit, j'étais assis ici. J'ai entendu comme si on sonnait. Je me suis dit, c'est à la télé ou à la porte? Je me dis, et si j'allais voir? Et là, donc, je suis dit, stop, j'ai compris. Vous savez comment ma femme elle va réagir? Tu vois, tu me laisses même pas terminer. Vous dites que quand vous parlez avec quelqu'un, vous êtes trop lent, lui il arrive comme un ordinateur, vous restez en décalage, lui il est là loin. Alors à ce moment il parle, et vous avez commencé à comprendre de lui mon stop, etc. Dernière situation, regardez mes mains et sortez d'ici avec une expression que j'appelle balle à terre.
voyez, quand on a joué au mondial, quand ça commence à aller là-bas, tu bats la terre. Alors, voyez une situation que je vous présente. Un homme et une femme, ils ont passé une bonne nuit. Ils se réveillent le matin, tous les deux de bonne humeur. Monsieur aime la femme elle aime son homme. Mais, qu'est-ce qui s'est passé la veille? La veille, cet homme a pris sa chemise bleue. Et il voulait repasser la chemise bleue parce que c'est là qu'il va porter lundi pour aller au travail. Et sa femme lui dit, laisse la chemise bleue, va déboucher les toilettes, nous avons un problème de toilettes. L'autre dit, mais je fais d'abord ma chemise et puis j'irai. La femme dit, vas-y directement à la chemise, je m'en occupe. Voilà. Et monsieur est allé déboucher les toilettes, ça a pris du temps, etc. Les jours suivants, monsieur se réveille. Il a prévu de porter sa chemise bleue. Il se réveille le matin, ils ont passé une bonne nuit, il se lave, il va à l'armoire et il cherche sa chemise bleue. Regardez mes mains, quand ils sont réveillés, tous les deux bas la terre, c'est-à-dire tous les deux de bonne humeur, monsieur, madame. Et il ne voit pas sa chemise bleue. Alors il décide de se faire aider par sa femme, qui est encore au lit. Chérie, oui, je ne vois pas ma chemise bleue. Alors je ne sais pas comment les chéris qui sont dans la salle vont répondre. La mienne, vous savez comment elle va me répondre? Prends une autre chemise. Alors moi qui étais réveillé bas la terre, je me sens contrarié. J'avais prévu ma chemise bleue et non pas une autre. Alors au lieu de rester bas la terre, je vais monter d'un cran. Non, j'avais dit que je portais ma chemise bleue. Ah oui, je vois qu'elle n'est pas repassée. C'est pas gentil ce que tu me fais là. Hein. Depuis qu'on est en Belgique, tu ne repasses plus mes vêtements. Hein. Au Congo, ça ne faisait aucun problème. Hein. Oh là là, c'est pas sérieux. Pourtant, je voulais la repasser moi-même. Et l'homme est en train de monter. Et madame qui est bas la terre dans le lit s'est dit, il va me gâcher une journée qui a si bien commencé à cause d'une chemise bleue. Alors qu'il y en a 20 dans l'armoire. Il y a des bras et des mains où se trouve le fer à repasser. Et madame se réveille. Elle pense qu'elle fait un cauchemar. Elle vient. Elle me trouve montée. Là, il me dit, tout ça pour une chemise ou bien pour autre chose? Pour une chemise! Elle me dit, mais reste là, tu vas monter au plafond. Reste là. Et je reste là. Et ma femme prend ma chemise. Elle se met à repasser ma chemise. Ça ne prend que 2 minutes. Elle me donne ma chemise. Je porte ma chemise. Alors vous les dames, sachez que nous les hommes, dès que vous nous avez donné notre chemise, je descends d'un cran. Alors mon ami vient me chercher. On parle de match au mondial, je descends. On parle d'Anderlecht, je descends. J'arrive au bureau, le chef me dit, le travail que tu avais fait, il était très bien, bas la terre. Mais où c'est? Au bureau. Pendant ce temps, ma femme qui était restée bas la terre à la maison, une fois que je suis parti, ma femme commence à ruminer. Il ne m'avait jamais parlé comme ça avant. Tout ça pour une chemise bleue, qui ne pouvait pas repasser lui-même. Mais pour qui il me prend? Je ne suis pas son esclave, moi. Et ma femme téléphone à sa copine. Et les copines n'ont jamais été bonnes conseillères en cette matière-là. Et la copine qui lui dit, méfie-toi ma chère, lorsque tu vois un homme qui cherche une autre chemise que celle que toi tu lui donnes, peut-être qu'une autre femme lui a dit, cette chemise-là te va très bien. Là, c'est ma femme qui est montée. Quand il viendra à midi, il va voir de quel bois je m'échauffe. Et madame, vous qui êtes dans la salle, lorsque je reviens à midi, puisque je suis bas la terre, et que je t'avais laissé toi aussi bas la terre, je suis tout à fait sincère. Lorsqu'à la grille, je crie déjà « Chérie !» Et qu'est-ce que je m'entends répondre « Chérie !» Et là, je demande « Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à mon absence? Pas en ton absence! Mais c'est quoi? Mais le matin, qu'est-ce que tu m'as fait? Mais qu'est-ce que je te fais le matin? L'histoire de la chemise bleue. » Et l'homme qui dit « Ouh! Et c'est pour ça que tu te mets dans ces états-là. Ah, c'est moi qui me mets dans les états. C'est pas toi qui m'as... » Et alors, la fille de 15 ans dans la maison, elle prend parti pour son papa. Et elle dit à sa maman, pas maman, tu exagères, papa arrive à peine. De quoi tu te mêles? Quand je parle avec ton papa, c'est pas ton problème. Elle monte encore davantage. Et la fille dit à son papa, papa viens manger. Maman, elle est toujours comme ça. Quand tu n'es pas là, c'est nous qui subissons tout ça. Voilà papa qui va manger, invité par sa fille de 15 ans. L'après-midi, il prend la voiture. Mais dans la voiture, maintenant, c'est lui qui commence à ruminer. Ma femme n'est pas gentille. Elle s'est fâchée pour la chemise. À qui aurait-elle voulu que j'aille demander la chemise si ce n'est pas à elle? Dans le temps quand on était au Congo, je lui demandais la chemise. Ça ne faisait pas de problème. Maintenant elle se fâche, je suis en colère moi aussi. Et il arrive au bureau en colère. Les collègues lui disent, mais tu étais de bonne humeur le matin. Et il raconte l'histoire de sa femme. Et les collègues lui disent, tu sais ce que tu devrais faire l'après-midi?
tu viens avec nous, hein. On va prendre un verre de bière, ça va te changer des idées. Bonne résolution. Pendant ce temps, ma femme qui était montée à midi, une fois que je suis reparti, elle s'est dit, je me suis fâché pour rien. Il n'y a pas une autre femme. La preuve, il est revenu à midi. Quand il viendra le soir, on va s'arranger. Bas la terre. Mais elle ne sait pas que les amis m'ont donné une bonne idée. Alors quand on dit on va s'arranger, madame, messieurs, que faites-vous pour vous arranger? Chaque couple a son secret. Chez moi, vous savez ce que ma femme va faire? Elle va préparer mon mets préféré que nous allons manger chaud à 20 h. Les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des fleurs. Un jour, je suis arrivé chez un fleuriste. Je vois un homme qui arrive. Madame, faites-moi un très joli bouquet de fleurs. Et la dame qui dit, à quelle occasion? Et il répond, pour une femme en colère. Et les autres femmes qui étaient dans le magasin réagissent tous ensemble. Oh, c'est mignon. Si c'est moi, je craque. Dit, madame, toi, tu craquerais, la mienne, je ne suis pas sûr qu'elle va craquer. Elle est encore capable de m'accuser de l'avoir ramassée au cimetière. Tu ne connais pas ma femme. Alors ma femme s'affaire à la cuisine. Et moi, après le boulot, je vais avec mes amis. Et ma femme a fait les repas chauds qu'on va manger à 20 h. Hein. Et moi, avec mes amis. Premier verre de bière, ça me change des idées. Deuxième verre de bière, ça me change des idées. 5 bouteilles plus tard, les idées tout à fait changées. 10 bières plus tard, bas la terre. Mais où c'est? Au cabaret. Pendant ce temps, le mets préféré qu'on avait préparé chez moi commence à refroidir. Là, ma femme s'est dit, 19 h, il devrait déjà être là. 19 h 30, qu'est-ce qui se passe? 20 h, vous appelez, j'ai fermé mon téléphone. 21 h, la nourriture est devenue tout à fait froide. 22 h, vous regardez la télé, il n'y a rien d'intéressant. 23 h, vous dites aux enfants, allez dormir, si vous entendez du bruit, moi et votre papa, ne vous réveillez pas. Et moi, je reviens à minuit, bas la terre et ivre à la fois. Et là, que tu sois monté ou descendu, je ne vois même pas. Et pour bien arranger les choses, je vomis dans le canapé. Et vous avez des couples comme ça tout le temps, l'un qui monte, l'autre qui descend. Moi, je dis aux dames et aux hommes, madame, dès qu'ils montent, laissez-les monter, mais restez bas la terre. Une fois qu'il est là, demandez-lui, mais tu fais quoi là? Moi, je suis ici. Tu vas voir, il va redescendre. Et s'il redescend, vous allez vous retrouver. Je vais terminer par une petite histoire qu'un Européen m'a dit, puis, ouais, mais tu parles un peu trop de nous, hein. Eh bien, je te raconte cette histoire, promets-moi que tu vas la raconter. C'est l'histoire d'un Belge qui m'a demandé de vous raconter. Il m'a dit, puis, dans ton spectacle Un fou noir au pays des Blancs, tu nous invites à une certaine ouverture. Mais moi, je suis tellement ouvert que j'ai même pris une femme africaine. Mais vos sœurs africaines, mais dites-leur qu'elles nous facilitent un peu la tâche, non? Il m'est arrivé d'avoir envie d'étrangler ma femme africaine. J'ai dit, pourquoi tu as envie de l'étrangler? Elle dit, laisse-moi vous raconter. Elle me dit, nous habitons à 15 km de Liège. Et nous avons un rendez-vous à Bruxelles. Et un autre couple nous attend à la gare de Liège-Guillemets à 10 h. Comme ça, nous prenons le train et nous allons ensemble. Et on arrive le matin du jour du rendez-vous. Et moi, j'ai dit à ma femme africaine, chérie, tu sais que nous devons être à la gare à 10 h? Oui, alors prépare-toi déjà. Et il était 8 h. Et ta soeur africaine, elle me dit, mais vous les blancs, tout le temps stressés, on a tout le temps, non? Et non, non, je vous préférais. Et le monsieur dit, puis, je regarde ma montre, 8 h 30, ma femme n'avait encore rien fait. Je lui dis, mais je t'ai dit, nous allons à la gare, nous devons être là à 10 h. Mais vous les blancs, vous êtes toujours stressés, c'est quoi ça? Je dis, mais non, c'est la montre. Puis, 9 h, ma femme n'était pas encore prête. J'ai dit, chérie, il est 9 h, c'est 10 h. Mais vous êtes toujours stressés, vous les blancs, c'est quoi ça? Puis, j'étais déjà prêt, elle n'était pas prête. Et moi, je sais combien de temps elle met pour se faire belle. J'ai dit, mais tu sais que nous devons encore arriver à Liège. Je n'aime pas rouler à une vitesse extraordinaire, je peux faire un accident. Ouais, mais vous êtes toujours stressés, vous, les hommes blancs. Ok. Puis, il était 9 h 30, ma femme n'était pas encore prête. Là, j'ai sorti la voiture, j'ai dit, je ne peux plus. Où tu restes, où je vais. Ah, d'accord, toujours stressé. Elle a pris sa boîte à maquillage, elle est entrée dans la voiture pour se maquiller dans la voiture. Et pendant que nous sommes sur la route, nous étions à 120 à l'heure et il y a d'autres voitures qui nous dépassent. Et ma femme noire qui me dit, mais va vite, non? Je dis, mais je suis à 120 à l'heure. Mais les autres qui nous dépassent là, ils font comment? J'étais sur les nerfs. Il dit, nous arrivons à Liège.
Et je vois le train qui va entrer. Je dis, tu vois, le train va entrer. Mais je vois l'autre couple là. Je dis, s'il vous plaît, dites-leur vite de nous attendre. Et ma femme dit, fais vite, non? Et puis on arrive, j'arrête la voiture. Je dis, cours déjà vite, toi, cours. Moi, je dois encore garer la voiture. Mais tu peux la garer même là-bas ou non? Mais non, ici, ce n'est pas un endroit pour garer, c'est marqué interdit de stationner. Ouais, d'accord. Et je dois encore acheter mon billet. Mais voilà, il arrive, on a le fermé, elle supplie. Mes amis supplient, ils entrent dans la voiture. Et moi, le pauvre Européen, je dois encore trouver une place où garer la voiture. Et dès que j'ai garé la voiture, puis je tremblais, je courais. J'arrive dans la voiture, je me tombe sur le siège. Ma femme me regarde, elle me dit, on l'a eu, non? Pourquoi tu es stressé? Voilà, c'était là l'histoire d'un fou noir au pays des Blancs. Je vous remercie. Très fort, très fort, très fort. Voilà, merci. Pichimanga, nous avons été notre plaisir de te retrouver parmi nous. Tu te rappelles la dernière fois que nous t'avons invité ici? Oui. Ça fait combien de temps depuis? Je ne me souviens pas. Aujourd'hui, nous avons été un peu desservis par le match de football. C'est pour ça que. Mais il y a du monde dans la salle, c'est déjà bien. C'est très bien. Écoute, mais puis, nous serons toujours contents de t'accueillir, de t'écouter, parce que ça ne fait que nous arranger et nous édifier, surtout nous qui avons des enfants ici en Europe. Voilà, j'espère que les parents ont eu leur part, et les enfants aussi ont eu leur part. Quel est votre secret? Mais mon secret, c'est d'écouter les enfants. Tu vois, j'ai vu toujours les questions de mes enfants. Les enfants demandent qu'on les écoute. On ne doit pas être des dictateurs dans nos familles. Vous savez, les parents africains, beaucoup ont fait la dictature au Congo. Alors, la démocratie commence à la maison. Donner la parole à la maman, donner la parole aux enfants. C'est ça mon secret. Merci. Applaudissons encore pour Pichimanga. Merci. Merci.